Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde s'est déjà connecté. Peut-être qu'on va pouvoir laisser un petit peu de temps aux derniers qui souhaiteraient ou aux dernières qui souhaiteraient nous rejoindre. Et puis, on fera peut-être un rapide, je vous ferai une rapide introduction. Est-ce que vous m'entendez? Comment ça fonctionne? Oui. Oui. Alors, on va peut-être préciser des choses un peu pratiques. Donc, Armelle Dam, je suis secrétaire générale adjointe, donc je suis ravie de vous accueillir. Maya Virgin, notre secrétaire générale, va nous rejoindre dans peu de temps, donc on va démarrer pour le moment sans elle. Je suis accompagnée du directeur des ressources humaines, de son adjointe et d'un certain nombre d'auditeurs et d'auditrices que je remercie pour leur présence aujourd'hui pour vous exposer l'auditorat, donc nouvelle formule entre guillemets, qui vous intéresse. Et puis, sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous souhaitez. On est en mode Zoom pour qu'on puisse enregistrer cette séance et la diffuser en différé à toutes celles et tous ceux qui ne pourraient pas se libérer aujourd'hui à l'heure du déjeuner. On a souhaité le faire à l'heure du déjeuner pour ne pas empiéter sur vos horaires de travail. Mais bon, ça fait d'autres contraintes pour d'autres personnes, donc on s'en excuse par avance. Et surtout, quand on passera à la phase des questions-réponses, vous pourrez donc poser des questions via le chat. Donc, Lucas Vergallo, ici présent, est le maître de cérémonie là-dessus. Il se fera le fidèle transcripteur de vos questions. Et puis, on tâchera d'y répondre, bien sûr. On a 1h30 devant nous, donc on va essayer de tenir le tempo. Et puis, donc, tout d'abord, je voudrais donc vous accueillir. C'est une grande joie, une grande première de vous rencontrer et de mettre en œuvre cette nouvelle voie de recrutement. C'est un moment important pour la Cour, tout d'abord parce que c'est une opportunité nouvelle et assez enthousiasmant pour nous de recruter des jeunes collègues et de diversifier nos recrutements pour répondre aux évolutions de nos thématiques, pour répondre aux évolutions de nos méthodes. C'est, comme vous le savez, un point cardinal de notre réforme stratégique juridiction financière 2025. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans la présentation que pourront vous faire les auditeurs et les auditrices ici présentes qui ont participé à un certain nombre d'actions juridiction financière 2025. Donc, ils pourront vous en parler en détail. Et on a travaillé sur ce recrutement pour mettre surtout en œuvre la réforme de l'encadrement supérieur et offrir une voie de recrutement qui nous semble, en tout cas qu'on espère être efficace, impartiale et transparente. Ensuite, c'est un moment important pour vous également, puisque rejoindre la Cour, c'est un choix professionnel important, on en est conscient, un choix personnel également. Vous allez rejoindre une maison avec des missions constitutionnelles, des valeurs fortes qui sont l'indépendance, la collégialité, la contradiction, l'écoute aussi, et surtout des personnalités au sein des juridictions financières, des personnalités qui sont connues, qui sont fortes, qui sont d'origines diverses et variées et qui ont une certaine parole publique que vous pouvez entendre au quotidien, y compris dans la presse, puisque on a d'éminents membres de la Cour des comptes qui sont aux manettes dans un certain nombre d'instances, et le premier d'entre eux d'ailleurs était le Premier ministre toujours, puisque pour le moment il n'y a pas eu de remplaçant, Jean Castex. Le panel de jeunes auditeurs et jeunes auditrices donc, qui sont ici vous partagera donc leur expérience, leur métier, leur parcours. Ils pourront chacun répondre à vos questions. Ça nous a semblé important que vous ayez, au-delà de la présentation peut-être un peu technique qu'on pourra vous faire sur le calendrier lui-même, la composition du comité d'audition, la composition du dossier de candidature, que vous puissiez discuter avec vos futurs pairs. Et vous aurez donc tout le loisir d'échanger librement avec eux sur ce que l'on fait à la Cour, qu'est-ce que le métier de magistrat signifie, les missions internationales aussi, parce qu'on en a, le mandat ONU en tête, puisque la Cour des comptes a récupéré l'année dernière, donc c'est tout récent, le mandat ONU. On pourra y revenir plus en détail. Comment ça se passe quand vous arrivez à la Cour des comptes, tout le dispositif d'accompagnement qui est mis en place, le mentorat, la formation, etc. Et voilà, des éléments qui sont extrêmement importants et extrêmement attendus quand vous entrez à la Cour. Et
Donc, Jérôme Biard, qui est ici présent, vous présentera les modalités concrètes pour candidater. Je l'ai indiqué tout à l'heure, parce qu'on sait que vous aurez des questions sur ces points essentiels. On pourra aussi aborder les sujets importants pour vous, les sujets de rémunération, de reclassement. Donc, n'hésitez pas, hein, il n'y a aucun tabou. C'est aussi pour ça qu'on organise cette séquence aujourd'hui. Et surtout, je voudrais insister sur 3 points, donc avant de passer la parole à notre directeur des ressources humaines. Le premier point, c'est que cette nouvelle voie de recrutement est l'occasion pour nous de diversifier nos viviers de recrutement, de nous ouvrir à un panel beaucoup plus large de fonctionnaires, donc les administrateurs de l'État, les administrateurs territoriaux, les ingénieurs, des ponts, par exemple, les conseillers des affaires étrangères, les sous-préfets. On cherche des profils divers, variés, originaux même, avec une seule constante. En fait, ce qui nous intéresse, c'est que vous ayez la passion pour l'action et le service public. C'est pour cela que cette voie de recrutement ne concerne absolument pas que les sorties ENA, INSP plus 2. Hein, donc, il faut bien l'avoir en tête. Et en plus, ça rentre complètement en phase avec nos sujets de diversité que pousse le premier président, Pierre Moscovici, de façon très, très forte. C'est un des objectifs de notre feuille de route dans le cadre de Juridiction financière 2025. Et en accord avec ce qui est le socle de la Cour des comptes, à savoir nos valeurs et nos exigences, on souhaite faire en sorte que cette procédure de recrutement soit intégralement transparente et impartiale. Donc, les candidats qui seront présélectionnés, on y reviendra tout à l'heure, le seront par un comité d'audition qui est composé de 4 personnes qui ont des spécialités ou, comment dirais-je, une aura forte en matière de RH et de finance et d'évaluation de politique publique. Donc voilà, c'est très important d'avoir aussi ce sujet-là en tête, le fait qu'il y a un entretien de recrutement qui est fait par ce comité d'audition. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais assister, c'est le fait que la Cour est une institution dynamique où les nouvelles recrues ont une place privilégiée. C'est normal, puisque vous êtes l'avenir de ce corps. Vous dessinerez, que vous allez vous-même dessiner à votre image et selon vos aspirations. Et donc, c'est vraiment ce souci d'avoir cette vitalité du corps qui nous guide lorsqu'on recrute des auditeurs et plus particulièrement via cette voie nouvelle. On a besoin en fait de talents et surtout de gens qui ont envie de venir rejoindre l'institution, et j'espère que tout le propos de ce matin visera à vous donner encore plus envie de nous rejoindre. Et enfin, troisième point, si vous rejoignez la Cour, et c'est ce qu'on vous souhaite, c'est vous aurez surtout l'occasion d'apprendre un métier qui est passionnant, qui est complet, qui est divers, qui a plusieurs facettes et qui est surtout un métier en mutation. Et on aura à cœur de vous accompagner tout au long de la prise de poste et de la première année. Il y a des dispositifs de mentorat qui sont mis en place, de formation par les pairs, il y a une chargée de mission dédiée, donc Roma Beaufray, qui est ici présente, qui saura vous accompagner tout au long de votre prise de poste. Et surtout, et ce n'est pas un vain mot, je pense qu'on l'a tous ressenti ici quand on a rejoint l'institution, c'est vraiment la bienveillance des collègues. C'est un point vraiment important, qui sont là vraiment pour vous guider au quotidien, y compris sur vos contrôles. Hein, quand vous démarrez un contrôle et que vous ne savez pas vraiment sur quoi porte ce contrôle-là, au départ, vous allez toujours trouver quelqu'un dans l'institution qui a été par exemple le directeur de l'établissement que vous allez contrôler ou qui a été à la tête de la politique publique que vous avez contrôlée. Donc, c'est toujours bien d'avoir un échange un peu préalable pour défricher le sujet et voir un peu comment vous pouvez évoluer là-dessus. L'autre intérêt, c'est que vous pourrez acquérir à la Cour des compétences qui sont assez fondamentales sur tous les plans. Et pas uniquement, contrairement à l'idée qu'on se fait un peu, pas uniquement en finance publique. Voilà, c'est vrai que c'est le métier de magistrat financier, il faut quand même avoir une petite appétence pour les chiffres. Mais en fait, ce qu'on cherche surtout, c'est des personnes qui pourront développer une palette large de compétences, des compétences en matière de ressources humaines, en matière de conduite de projet, en matière de commande publique, en matière de prévention des atteintes à la probité, en matière de... Voilà, c'est vraiment ça qu'on cherche au départ. On ne cherche pas forcément des spécialistes des finances publiques. Tant mieux si vous l'êtes au vu de votre parcours précédent et au vu peut-être de vos 2 ou plusieurs premières années que vous avez menées. Mais voilà, on cherche surtout en fait des pépinières de talents sur ces diverses facettes et compétences qui sont recherchées par la Cour.
Vous aurez l'occasion de faire des contrôles de gestion classiques, mais aussi toute une palette qu'on pourra vous présenter, que les auditrices et les auditeurs qui sont là pourront vous présenter, des évaluations de politique publique, ce qu'on appelle maintenant des audits flash. Et surtout, vous allez pouvoir participer donc, au plan de réforme juridiction financière 2025 qui tend vraiment à faire en sorte de modifier nos méthodes de travail, de nous rapprocher beaucoup plus de nos concitoyens parce que effectivement c'est une constante de la Cour, c'est inscrit au fronton de la grande chambre où j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de rentrer, notamment pour votre installation, et il est bien écrit au fronton de cette grande chambre voilà, que la Cour est surtout redevable vis-à-vis de ses citoyens. Donc on a essayé de faire en sorte aussi de modifier notre façon de faire, notre corpus méthodologique pour vraiment se rapprocher de nos concitoyens et vraiment faire en sorte d'être l'institution qui puisse rendre des comptes là-dessus sur l'action publique de l'État et des collectivités, etc. Et enfin, vous pourrez, c'est un angle important, c'est un angle attractif important, participer également à nos missions internationales, donc notamment pour ce que j'ai indiqué tout à l'heure, l'audit externe des Nations Unies, dont la Cour est maintenant chargée, et tout ceci en accord avec notre souhait de développer notre dimension européenne et internationale. Donc, nous avons autant à apprendre de vous que vous de la Cour, et donc nous vous attendons voilà, avec enthousiasme. Et je passe tout de suite la parole à Jérôme Biard pour la présentation de la procédure en tant que telle. Merci beaucoup Armelle. Bonjour à toutes et à tous. Et puis tout d'abord, merci de passer cette pause déjeuner avec nous alors qu'il y a un temps estival qui fleurit sur la majeure partie de la France. Je crois qu'il y a un petit support qui va vous être qu'on va partager. Un grand merci Lucas. On va inaugurer cette année, comme l'a dit la secrétaire générale adjointe, une nouvelle procédure de recrutement qui va devenir dès l'an prochain, en réalité, vous l'avez je crois compris, l'unique voie d'accès à l'auditorat à compter du 1er janvier 2023, puisque vous le savez également, les auditrices et les auditeurs ne seront plus recrutés à la sortie immédiate de l'ex-ENA, l'INSP, mais au terme de 2 années de service public effectif. Alors, cette année, nous avons 3 postes qui sont à pourvoir. Ça a été indiqué, je crois que vous l'avez vu, bien sûr, dans l'avis et l'arrêté publié notamment au journal officiel le 20 mars dernier. Je crois que le plus important, c'est un peu trivial, un peu prosaïque, mais ça permet quand même de cadrer les choses, c'est de vous rappeler le calendrier, qui est un petit peu notre boussole et votre boussole pour cette nouvelle procédure. Calendrier avec déjà une date butoir, je commence tout de suite par les choses désagréables, c'est la date limite de dépôt des candidatures. C'est pas la date la moins importante, bien sûr. Il s'agit du vendredi 20 mai. Donc pas vendredi prochain, mais celui de la semaine prochaine. Ça arrive lentement, mais sûrement tout de même. C'est la date limite de dépôt des candidatures. On reviendra dans un instant, si vous voulez bien, sur la composition du dossier, bien sûr. Je déroule simplement le calendrier pour que vous ayez une vue un peu globale, puis une vision claire de la séquence que nous vous proposons. Après la collecte de vos candidatures, le comité consultatif va examiner l'ensemble des dossiers, bien sûr, au début du mois de juin, et puis va, sur cette base, présélectionner les candidates et les candidats en vue des auditions. Alors, ces auditions se dérouleront à la fin du mois de juin, les 20 et 21 juin. Les candidats et candidates qui auront été présélectionnés seront auditionnés par le comité consultatif. On va revenir aussi sur les conditions concrètes, bien sûr, de ces auditions. Et à l'issue de ces auditions, sur la base des propositions du comité consultatif, c'est le premier président, donc Pierre Moscovici, qui recevra les candidats et les candidates qui auront reçu un avis favorable du comité consultatif. Et cette séquence d'entretien avec le premier président se tiendra dans la première quinzaine de juillet. Donc vous voyez un calendrier, somme toute, assez ramassé en vue d'une affectation au sein de la Cour et d'une prise de fonction dans les différentes chambres au 15 octobre prochain. Voilà donc le calendrier global pour que vous ayez les principaux repères bien en tête. Alors, s'agissant des principes généraux qui guident le recrutement des auditrices et des auditeurs, puis des conditions de recevabilité, j'irai peut-être rapidement parce qu'il nous semble, à vous de nous le dire, que l'avis
était clair. La procédure, vous l'avez compris, elle est ouverte aux candidates et aux candidats qui justifient, comme je l'ai indiqué, d'au moins 2 années de service public effectif dans un corps ou dans un cadre d'emploi qui figure dans l'avis de vacances. Et bon, quelques exemples ont déjà été cités par la secrétaire générale adjointe. On pourra y revenir si besoin, si ce n'est pas clair, mais vous les avez, je crois, en tête: administrateurs de l'État, administrateurs territoriaux du Sénat, de la Ville de Paris, de l'Assemblée nationale, ingénieurs aussi. Voilà, on pourra revenir si besoin là-dessus. Ce qui est important, me semble-t-il, d'avoir à l'esprit pour vous, c'est un élément qui n'est pas anodin, c'est que ces 3 postes peuvent être pourvus au titre de la mobilité statutaire et qu'il s'agit de détachement de 3 ans dans l'emploi d'auditeur. Voilà, donc c'est la formule statutaire qui a été retenue. Un élément, là aussi, de macro-calendrier, peut-être un peu de long terme, et qui est là aussi tout sauf indifférent, et qui donne, à mon sens, beaucoup de visibilité. À l'issue du détachement de cette période de 3 ans, l'auditrice, l'auditeur a vocation à demander son intégration dans le corps des magistrats de la Cour en qualité de conseiller ou de conseillère référendaire. Il faudra pour cela se présenter devant une commission d'intégration qui rendra un avis favorable ou défavorable. On va se projeter dans évidemment un horizon optimiste. J'ai bien dit que les auditeurs et les auditrices retenus avaient vocation à être intégrés en qualité de conseiller référendaire. C'est bien comme ça qu'il faut comprendre cette procédure. On a tendance à dire que, franchement, sauf accident vraiment majeur de parcours, l'ensemble des auditeurs qui auront intégré cette voie de détachement passeront référendaire au bout de 3 ans. Enfin, voilà. On a mis beaucoup d'efforts à les recruter. Il y a par ailleurs le fait que vous avez aussi un background derrière. Vous sortez d'un niveau d'école qui est exigeant. Vous avez exercé des activités professionnelles. Donc voilà, sauf vraiment mésentente importante avec votre président de chambre, mais ça n'arrive jamais au sein de la Cour. Enfin, je n'ai pas d'exemple en tête. Voilà, vous avez tous vocation, entre guillemets, ou toute a vocation à intégrer et surtout à devenir référendaire. Et nous accueillons notre secrétaire générale, Maya Virgin. Voilà. Bonjour à tous. On va peut-être laisser juste Jérôme dérouler son propos et puis je laisserai Maya reprendre son souffle d'une part et puis peut-être vous faire aussi un petit mot d'accueil. Donc l'horizon de cette procédure d'auditorat, de recrutement d'auditorat, c'est bien sûr, comme on l'indiquait, l'intégration en qualité de référendaire. Alors s'agissant de la procédure très concrète, et notamment du dossier de candidature, ce qu'on peut indiquer, c'est qu'il se compose de peu de choses, et c'est très classique. Évidemment, une lettre de motivation et un CV détaillé, ça paraît assez évident. Il y a une 3e pièce qu'on vous demande. Il s'agit d'un rapport d'analyse d'une réalisation professionnelle. Alors j'insiste sur le fait que c'est un document synthétique. On a bien précisé 2 pages maximum. L'idée, c'est simplement, par rapport, par exemple, à la production de compte rendu d'entretien professionnel, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de plus personnel d'abord, de plus concret, qui témoigne de votre implication dans un dossier, dans une politique, dans un projet auquel vous avez pu participer ou que vous avez pu conduire, et qui témoigne à la fois de votre action concrète et de la façon dont vous êtes en capacité de l'interroger, de la restituer et de la mettre en perspective dans votre parcours et dans un contexte singulier. Donc ça, c'est à vous, évidemment, de le choisir, et simplement pour qu'on connaisse un peu mieux ce que vous êtes en capacité de faire au quotidien dans l'action publique qui a été la vôtre jusqu'à présent. Mais encore une fois, c'est synthétique, c'est 2 pages maximum, et c'est quelque chose c'est un document qui est demandé dans d'autres procédures de sélection. Voilà, donc il n'y a pas de caractère par trop perturbant, nous semble-t-il. L'audition proprement dite devant le comité consultatif, là aussi, rien que de très classique. Tout d'abord, une présentation par la candidate et le candidat pour présenter son parcours et surtout ses motivations, bien sûr, suivi d'un échange avec les membres du comité consultatif, une durée d'une 30aine de minutes, voilà, pour apprécier les motivations et les différents caractères, les différentes qualités mises en avant par la candidate et le candidat. Enfin, dernier point, que se passe-t-il une fois que vous avez, avec succès, affronté cette procédure d'accès à l'auditorat? Vous prenez vos fonctions le 15 octobre, comme je l'ai indiqué.
Vous êtes affecté au sein d'une chambre de la Cour. Toutes les chambres de la Cour seront ouvertes dans le cadre de cette procédure. Vous prêterez serment. C'est évidemment un moment très fort, un moment marquant, symboliquement très parlant, qui traduit une identité professionnelle très, très spécifique. Et vous aurez, Dieu merci, ça va de soi, un accompagnement précieux pour votre prise de fonction. D'abord, une sorte de SAS, on peut appeler ça comme ça, une formation initiale de 2 semaines en octobre, mais aussi et surtout la formation par vos pairs au sein des équipes de contrôle. La chargée de mission, Romain Beaufray, donc, qui sera évidemment là aussi pour vous épauler. Vous aurez un mentor qui sera désigné pour vous accompagner, guider vos pas, répondre à la batterie de questions qui ne manquera pas de se poser. Il y aura aussi un stage en chambre régionale des comptes d'une durée d'1 mois. Ça permet de faire le lien aussi avec le réseau des chambres régionales des comptes, parce qu'on pense en termes de juridiction financière. Ici, voilà, il s'agit de l'auditorat de la Cour des comptes, mais c'est très important d'avoir aussi cette ouverture sur le réseau des chambres régionales des comptes. Et je terminerai par là, il y a aussi et surtout un volume très important de jours de formation. La formation à la Cour des comptes, c'est un des points forts. C'est prisé, c'est stimulant et c'est vraiment encouragé avec 40 jours de formation sur 2 ans et un catalogue qui est extrêmement riche. Donc, si votre souci, l'une de vos préoccupations, c'est de vous dire comment vais-je pouvoir me former, il y a la réponse à la Cour des comptes, il n'y aura aucune difficulté là-dessus. Voilà, de manière très synthétique, les principaux points que je pouvais apporter pour l'instant en réponse à nos futurs candidates et candidats. Merci beaucoup, Jérôme. Je passe la parole du coup à Virginie. Je vais vous dire juste 2 mots parce que l'important, c'est que vous puissiez échanger le plus possible avec les collègues. D'abord, vous dire que je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. J'ai failli pas y arriver, mais j'y suis. Vous dire aussi que moi, j'ai été à votre place il y a 16 ans maintenant, donc ça me rajeunit pas, c'est pas tout frais, mais c'est un moment qui est très important pour vous. Donc, prenez le temps, surtout évidemment, de poser vos questions aujourd'hui, mais aussi après, parce que c'est un choix qui est important à titre professionnel et aussi à titre personnel. La Cour des comptes et les juridictions financières, ce sont vraiment ce sont des institutions avec des missions spécifiques de service public, des valeurs, des personnalités, des parcours qui vraiment, évidemment, sont très riches, sinon on ne serait pas là à vous les présenter, mais qu'il est vraiment bon que vous essayiez de percevoir de votre point de vue avec votre sensibilité. Et c'est vraiment la raison pour laquelle on a souhaité pouvoir faire ce webinaire et que vous puissiez vraiment poser vos questions ici ou à d'autres membres de la Cour, parce que c'est vraiment un choix très important, évidemment pour nous, mais surtout pour vous. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement aux questions-réponses et témoignages des différents auditeurs. Et si vous le souhaitez, moi, je pourrais vous reparler à la fin, en complément d'Alice Bossière, de la question des parcours, puisque je suis revenue à la Cour il y a à peu près 1 an et demi après avoir passé 12 ans à l'extérieur. Et donc, ça peut aussi, si vous le souhaitez, évidemment, vous donner quelques illustrations des allers-retours qu'on fait, puisque c'est l'essentiel de nos carrières sont souvent et à la Cour et en dehors, et que c'est aussi un des intérêts et une des marques de fabrique de cette maison. Donc voilà, n'hésitez pas et surtout posez vos questions, c'est le plus important, puisque c'est vraiment pour vous qu'on est là et pour que vous puissiez faire vos choix les plus éclairés et les plus enthousiastes possibles. Et je passe la parole. Qui commence? Je vais commencer. C'est Romain. Alors, Romain Beaufray. Oui, je fais un tour de table éclair, mais n'hésitez pas à commencer à vous poser vos questions sur le chat, comme ça, on intégrera au fur et à mesure vos questions. Enchantée à tous. Donc, je suis Romain Beaufray. J'ai intégré la Cour il y a 1 an et demi maintenant. J'ai fait 1 an en chambre et j'ai rejoint le secrétariat général et la première présidence pour travailler pour Maya Vergine et pour le premier président. Donc vous, ça vous intéresse pour 2 points précisément, parce que je suis chargée des auditeurs et des auditrices. C'est une mission étonnante et très humaine, mais j'en suis très fière et ça me tient à cœur. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question sur toute la procédure, je suis à votre disposition et je pourrai mettre mon mail dans le chat. Et par ailleurs, au moment de l'accueil, je serai évidemment là à votre écoute et je serai en charge d'organiser votre venue à la Cour. Le deuxième point, peut-être, c'est que je travaille également sur GF 2025 et donc on vous dit beaucoup, vous serez associé à ce projet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, il y a 2 choses qu'on peut citer. C'est le fait que les auditeurs sont mis à contribution pour mettre en œuvre le projet sur des missions particulières, pour donner des idées, pour concevoir un plan d'action.
et que à chaque fois qu'on intègre des nouvelles recrues, on a très à cœur à la Cour, en tout cas, d'adapter notre institution aux aspirations des nouveaux venus. Et donc, on fait toujours un tour d'horizon pour comprendre ce que vous pensez de la maison. Voilà, on essaie d'apprendre des nouveaux et d'intégrer vos réflexions à la démarche transformative de GF25. Voilà. Je passe la parole à Lucas. Lucas Vergallo. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Très rapidement, moi c'est Lucas Vergallo, j'ai 26 ans, je suis issu d'un recrutement ENA et je suis à la 4e chambre de la Cour des comptes, qui est la chambre régalienne, je pense qu'on me porte bien, qui est la chambre régalienne. Et 2 points que j'aurais souhaité, pour vous donner un peu concrètement l'idée de ce que peut être le quotidien d'un auditeur à la Cour. Tout d'abord, sur un contrôle que je viens de terminer, traditionnellement, l'auditeur qui arrive à la 4e chambre se voit confier le contrôle annuel de la présidence de la République. Donc, c'est un contrôle qui a duré à peu près 2 mois. On est une équipe de 4 avec une conseillère référendaire et puis 2 vérificateurs. Et donc, très concrètement, en quoi consiste un contrôle de la présidence? On a du contrôle sur pièce, évidemment. On va fouiller dans les marchés publics, dans les fiches de poste RH, dans la cartographie des risques. On mène des entretiens avec parfois des personnes de très haut niveau. On commence l'entretien avec Patrick Stroda, le directeur de cabinet du président, l'ensemble des chefs de service de l'Élysée. On conduit des visites sur place. Avec cette année, on faisait un focus sur l'immobilier de la présidence de la République, et donc ça nous a amené à visiter l'intégralité des résidences présidentielles pour voir l'état, pour voir les modalités de gestion, les rénovations récemment faites. On a eu pendant quelques semaines notre bureau à l'Élysée, donc c'est vraiment une démarche d'audit. Donc en fait, finalement, il y a aussi tout un aspect où on n'est pas dans notre bureau, qu'on est à la Cour des comptes. Et puis à la fin, on réalise la contradiction. Une fois qu'on a écrit le rapport, qu'il a été délibéré, on l'envoie à la présidence qui nous a répondu et qui nous envoie ses remarques. Donc ça, c'est un peu un des premiers aspects du travail d'auditeur, très concrètement. Et puis si vous avez des questions sur à quoi ressemble un contrôle, on pourra y revenir. Et l'autre aspect, très rapidement, que Roma a évoqué, c'est l'aspect de participation à la grand processus de réforme en cours qui est JF 2025. Et au bout de quelques mois, on m'a proposé c'est vraiment sur la base du volontariat, hein, donc il n'y a pas d'obligation, mais on m'a proposé de faire partie d'une équipe avec un conseil référendaire sur la réorganisation immobilière de la Cour des comptes. Donc là, c'est pareil, il y a un côté un peu plus management, c'est une mission un peu plus opérationnelle. On a conduit avec le DRH ici présent, de la concertation avec les organisations syndicales, avec l'association des magistrats, avec les directeurs. On a fait des ateliers, et puis on a utilisé un peu la liberté de ton qui est la nôtre quand on est magistrat et indépendant pour proposer des pistes de réforme à cette maison, qui devrait d'ailleurs arriver sur le bureau du premier président d'ici quelques jours. Et donc, ça enrichit le travail de rapporteur, parce que ça permet si j'ose dire, de mettre un peu plus les mains dans le cambouis de ce que c'est que la gestion managériale d'un sujet, en l'occurrence là, l'immobilier. Et qu'on pourra y revenir si vous avez des questions. Merci beaucoup, Lucas. Je vais passer la parole à Maud, qui a chopé la pierre. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis de la même génération, entre guillemets, que Romain Beaufray. Donc, ça fait un peu plus de 18 mois que je suis à la Cour des comptes. Je suis au sein de la 5e chambre, où je m'occupe plus spécifiquement de sujets emploi, formation professionnelle et travail. Et je voulais revenir sur, je crois, 3 points qui, pour moi, sont différenciants de l'expérience à la Cour au regard peut-être d'inspection, mais aussi qui rapprochent et qui vous permettront de conforter et développer des compétences que vous pouvez avoir déjà commencé à développer en administration centrale. Donc d'abord, je voudrais revenir moi aussi sur mon premier grand contrôle qui est en train enfin d'arriver à publication. Je suis extrêmement heureuse, qui était un contrôle qu'on a mené en fait vraiment en mode juridiction financière, c'est-à-dire Cour des comptes, mais aussi avec des collègues des chambres régionales des comptes sur l'alternance, donc un contrôle très territorialisé. Et ça, je pense que l'avantage de l'UTERA notamment, qui a un parcours souvent où on va faire une diversité de contrôles, donc là une formation interjuridiction de type enquête, on fait également du contrôle organique, donc on va contrôler des établissements publics, on va aussi parfois contrôler les directions d'administration centrale, mais aussi des choses qui peuvent être des associations. En fait, on va vraiment voir dans le détail l'ensemble du spectre de l'action publique, ainsi que donc les collectivités territoriales, parce que quand on est en fiche, du coup, on peut également aller contrôler des collectivités. Et ça, c'est quand même un point vraiment très fort, c'est-à-dire que si à l'avenir, vous désirez exercer une tutelle, vous aurez vu
comment on vit comme secrétaire général d'un établissement public. Par exemple, vous êtes également amené à contrôler la tutelle exercée sur l'établissement. Pour les collectivités territoriales, je trouve que ça permet d'apporter un bon complément par rapport à ce qu'on peut avoir vu en préfecture, quand on va véritablement rencontrer les services qui travaillent quotidiennement dans les collectivités, par exemple en région. On développe encore mieux cette connaissance, je pense, de l'action publique territorialisée. Donc, ça me paraît vraiment un poste d'observation qui est, de ce point de vue-là, vraiment important, surtout dans une perspective que vous connaissez, où on est encore et toujours, et ça continuera demain, de retravailler la question de la décentralisation et de retravailler la manière dont on développe des agences, on développe de nouvelles manières de faire de l'action publique. Je voudrais revenir dans un second temps donc, sur l'international. On en a déjà beaucoup parlé. Et je voudrais vous dire qu'en fait, il y a le mandat ONU, mais il y a aussi plein d'autres modes plein d'autres dimensions internationales. On a la chance d'avoir un premier président, je pense qu'on peut le dire, qui aime beaucoup cette dimension de l'action de la Cour. On a une direction des relations internationales qui est très structurée. Et donc, pour moi, en tout cas, c'est vraiment le moyen de conserver, par exemple, mes compétences de négociation en anglais dans le contexte européen, que j'avais pu acquérir en stage ou dans mon expérience antérieure. Donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir continuer ça. Donc, par exemple, je participe à un groupe de travail au sein de l'Euroside, qui est une sorte de collectif des cours des comptes européennes, où on va travailler une dimension particulière du métier, mais c'est tout l'occasion de garder ce lien avec tous les collègues, les équivalents européens, et de travailler la négociation de textes, un peu comme on pourrait le faire en groupe de travail du Conseil. C'est dans ce cadre-là, j'ai aussi la chance de faire une action de coopération. Et donc, on a vraiment un répertoire d'actions de coopération, notamment en Afrique francophone, très développé. Et ça, moi, je pense que ça se rapproche vraiment très, très proche, enfin, de manière très proche de ce qu'on peut voir dans des missions OCDE ou Banque mondiale, parce que là, on va vraiment souvent être sur notre cœur de métier, justement aussi anticorruption, lutte contre les atteintes à la probité, et il y a des travaux intéressants qui d'abord, ça nous enrichit énormément en termes de pratiques quotidiennes, ça nous remet justement le cœur de métier au cœur, et ça nous permet aussi de faire de la coopération. Enfin, l'ONU, on nous en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas trop développer, mais juste pour vous dire que les thèmes choisis sont quand même particulièrement plaisants. Moi, j'ai travaillé sur la question de la crise migratoire par le contrôle du comité aux réfugiés, mais il y a également les enjeux écologiques, la guerre, puisqu'il y a le maintien de la paix. C'est vraiment l'occasion d'avoir un accès quotidien en fait, au mode de prise de décision et de gestion du système onusien. Et c'est surtout le moment de faire justement toutes ces formations dont on a parlé. On a vraiment des formations très exigeantes et très développées pour notamment développer aussi une vision de l'audit à l'anglo-saxonne pour aussi bien matcher avec les standards onusiens. Et je pense que ça permet de faire de nous vraiment des auditeurs encore plus développés que si on faisait uniquement le volet national. Alors, du coup, je n'ai plus le temps de parler de GF 2025, mais je voulais vous le dire quand même en 3 mots. Si, parce que c'est important, Maud a participé à la plateforme citoyenne. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que justement, c'est pourquoi j'ai eu cette mission, tout simplement parce qu'on a voulu valoriser mon expérience antérieure. Et ça, c'est pas si souvent que ça arrive, donc j'ai trouvé ça particulièrement plaisant. Et j'ai pu complètement en autonomie avec bien sûr un groupe de travail avec les différentes directions métiers de la Cour intéressées, développer donc, le pilotage complet d'une plateforme de recueil des suggestions de contrôle des citoyens. Et c'est encore en cours. Elle aussi, elle se clôt le 20 mai. Et je pense que c'est une expérience qui, là aussi, permet aussi de poser des jalons intellectuels pour un parcours plus tard en administration, parce que en réalité, vous le savez parfaitement, gilets jaunes, réflexion sur une réforme institutionnelle, on a encore chaque jour davantage dans toutes les administrations besoin de renouer la relation directe avec les citoyens. Et vous pouvez très bien le faire à la Cour des comptes. Merci beaucoup, Maud. J'insiste pour dire que dans le PowerPoint qui vous a été projeté tout à l'heure, il est mis à votre disposition. Il y a des slides qui concernent JF 2025, qui concernent l'action internationale. Donc, voilà, vous pouvez y revenir plus en détail. On ne le projette pas là pour gagner un peu de temps, mais bien entendu, on le laisse à votre disposition. Et je passe la parole à Nicolas. Merci beaucoup, Armelle. Donc, Nicolas Carvet, auditeur depuis également 6 mois à la Cour. Alors, moi, je suis à la première chambre, qui est la chambre qui traite historiquement des finances publiques. Alors, c'est une compétence qu'on partage quand même avec toutes les chambres, mais on a les rapports que certains ont dû ficher pour préparer les concours, que sont rapports sur le budget de l'État, situation perspective des finances publiques, mais également des compétences sur les entreprises publiques, l'État actionnaire. Donc ça, c'est pour mes missions au quotidien. Donc moi, j'ai également eu la chance de faire quelques premiers rapports assez classiques. On commence tous par des notes d'exécution budgétaire
qui sont vraiment un exercice assez intéressant parce que ça permet de voir un panel de politiques publiques assez tôt. Mais je suis également mobilisé maintenant sur un 58.2, donc dans notre jargon, parce que vous allez entendre les mots FIGE, qui veut dire formation interjuridiction quand on travaille avec les chambres régionales des comptes. 58.2, c'est quand c'est le Parlement qui nous sollicite. Il nous sollicite assez régulièrement. Je crois qu'il y a entre 13 et 15 rapports par an qui sont faits à leur demande et ça permet vraiment à la Cour d'avoir un moment assez public aussi, plus que nos propres rapports, parce qu'on va les présenter devant les assemblées parlementaires et moi je trouve que c'est vraiment une vraie richesse d'avoir cette expertise à la Cour et qui permet qu'on ait un lien de confiance avec les citoyens, mais également le Parlement. Je ne serai pas plus long sur ces sujets-là, mais n'hésitez pas pour voir quels sont nous poser des questions sur les différents types de rapports, le lien qu'on a avec les citoyens, Maud a parlé de la participation citoyenne, le lien qu'on a avec l'extérieur. Pour parler aussi un peu d'international, on a fait un grand colloque de plus de 500 personnes sur la présidence française de l'Union européenne, donc la Cour se saisit vraiment de ces enjeux-là. Moi, je parlerai de deux aspects assez rapidement. D'une part, sur les compétences qu'on y acquiert. Alors, bien sûr, on acquiert déjà une connaissance en termes de finances publiques qui est partagée avec tout le monde, mais à l'occasion tant des enquêtes que des contrôles plus organiques, où on met vraiment les mains sous le capot de la voiture pour découvrir toutes les politiques publiques. On va acquérir des compétences extrêmement fortes en RH, en marché public, en commande publique, parfois en fonction immobilière, même lorsqu'on va contrôler tel ou tel établissement public. Et ça fait vraiment une richesse parce que la Cour a ce pôle d'expertise gestion publique qui fait que demain, lors de potentielle mobilité, vous pouvez être appelé à devenir secrétaire général d'une institution dans des fonctions tant stratégiques que des fonctions managériales au sein des administrations centrales, des territoires déconcentrés. On a un grand nombre de membres du corps préfectoral, en tout cas de préfets, pardon, qui sont membres de la Cour, et c'est une vraie richesse. Je reviendrai sur un deuxième élément et puis après on laissera la place à vos questions dans le chat. C'est vraiment l'aspect collectif de notre travail et ça peut également intéresser, je pense, des personnes qui, après 2 ans, en tant qu'administrateur civil, administrateur de l'État, administrateur territorial aussi, se demandent pourquoi passer d'une direction d'administration centrale à la Cour. À la Cour, on a un vrai collectif de travail, on est dans une chambre, on fait des enquêtes entre 2, 3, parfois 4 personnes maximum, certaines parfois sur les enquêtes les plus importantes, je pense à des rapports qui ont été commandés par le Premier ministre, ont pu être plus importants. Et avec ce collectif, on a le regard croisé de personnes qui ont des compétences diverses, des parcours divers, et qui finalement, d'une part, enrichit la qualité de nos rapports. On a tous une voix égale lors des délibérés, et ça, moi, je trouve ça extrêmement important, parce que lors du dernier rapport que j'ai fait, une de mes recommandations a nécessité un débat et finalement a été suivie, donc elle sera inscrite si mon rapport est publié demain. Et deuxièmement, ce collectif, il permet aussi de voir quelles sont les opportunités que vous pouvez avoir. Quand vous voyez des conseillers maîtres qui reviennent à la Cour après un passage à l'extérieur, qui ont été dans des administrations culturelles, dans le monde de l'administration territoriale ou à l'international, à Bruxelles, mais aussi en Inde ou ailleurs, on se sent vraiment membre d'un vrai grand collectif qui donne beaucoup d'opportunités pour la suite. Et c'est les compétences que vous allez acquérir à la Cour qui vous permettront demain aussi de prétendre à ces postes. Merci beaucoup, Nicolas, parce qu'effectivement, tu as enclenché là sur les perspectives de mobilité et de carrière. On vous a évoqué tout à l'heure le sujet du référendariat et de l'intégration dans le grade de conseiller référendaire à l'issue de vos 3 ans. Il y a aussi la possibilité, bien sûr, de la promotion, mais ça, c'est un peu plus tard. Hein, Maya pourrait revenir, la promotion à la maîtrise, l'accès aux emplois du parquet. Et du coup, je passe la parole à Alice Bossière, qui est du parquet. Oui, alors bonjour à tous, je m'appelle Alice Bossière. Alors j'ai quelques années de plus que mes collègues auditeurs parce que j'ai 36 ans et je suis conseillère référendaire. De retour à la Cour après ma mobilité, j'ai passé 5 années à l'extérieur. Donc je suis arrivée à la Cour en 2012 et ensuite, comme je voulais une expérience européenne, j'ai passé 2 ans à Bruxelles auprès de la médiatrice européenne qui est en fait l'équivalent du défenseur des droits européens. Et puis ensuite, 3 ans comme secrétaire générale adjointe de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui est une autorité chargée de veiller à l'intégrité et à la probité des hauts responsables publics, ce qui m'a permis d'approfondir une thématique qui m'intéressait,
tout en faisant du management à la tête d'une institution. Et de retour à la Cour, j'ai choisi de rejoindre un service un petit peu particulier, puisque je suis avocate générale au parquet près la Cour des comptes. La Cour est une juridiction et il y a donc un parquet dirigé par une procureure générale qui est notamment chargée de veiller à l'application de la loi et d'engager les poursuites lorsque les contrôles de la Cour font apparaître des irrégularités. Et à cet égard, il faut savoir aussi, et c'était un des projets importants de JF 2025, que le régime de responsabilité des gestionnaires publics a profondément évolué et va vraiment être modernisé à partir de 2023, puisque jusqu'à cette année, il y avait deux régimes de responsabilité. Le régime de responsabilité des comptables, c'était la fameuse responsabilité personnelle et pécuniaire, et puis le régime de responsabilité des ordonnateurs devant la Cour de discipline budgétaire et financière. Et à partir de 2023, ce double régime va être remplacé par un régime unique de responsabilité des gestionnaires publics. Et donc, le jugement des comptes des comptables publics, qui était un des métiers traditionnels de la Cour, va disparaître et va être remplacé par ce régime qui vise à sanctionner les fautes graves commises par les gestionnaires publics ayant causé un préjudice financier significatif. Donc le régime est vraiment modernisé, recentré, et ça conduira certainement la Cour à repenser aussi la façon dont elle conduit ses contrôles de régularité. Donc c'est une période particulièrement intéressante pour le parquet qui participe à la mise en place de ce nouveau régime, et la procureure générale est également en charge, par exemple, des relations avec l'autorité judiciaire, puisque les contrôles de la Cour peuvent aussi l'amener, et ça se produit tous les ans, à détecter des faits susceptibles de constituer des infractions pénales. Et dans ces cas-là, évidemment, la Cour entretient des relations étroites avec l'autorité judiciaire. Donc, une petite précision avant d'en terminer là, mais c'est que le parquet, ce n'est pas un service qu'on a vocation à rejoindre immédiatement à son arrivée à la Cour. C'est plutôt un service qu'on peut rejoindre quelques années après, voire un peu à tout moment dans sa carrière, notamment quand on s'intéresse aux questions juridiques ou aux questions de prévention des atteintes à la probité. Donc, il y a une grande variété de métiers au sein de la Cour, et on a vraiment la possibilité de se construire petit à petit des parcours assez différents en fonction des thématiques en fait, qui nous intéressent. Je pense que là-dessus, Maya pourra également revenir sur son parcours. Merci beaucoup, Alice. Et puis, je propose peut-être qu'on passe aux questions, puisqu'on a fait un peu le tour pour chacun d'entre nous. Si on a des premières questions, et on pourra revenir peut-être plus en détail sur un point important, qui est cet aspect projection dans l'avenir, ce qu'on vous disait au départ. On cherche vraiment des gens qui ont envie, des potentiels, qui sont capables d'apprendre le métier de magistrat, de devenir un peu des praticiens en RH, en contrôle. Voilà. Et puis, effectivement, après, peut-être de se spécialiser comme Alice pour rejoindre, par exemple, le parquet au bout de quelques années. Voilà, donc ça me semble important qu'on puisse vous présenter aussi les perspectives de mobilité et de carrière, mais passons peut-être d'abord aux questions. Et là, je vais laisser Lucas à la manœuvre qui va faire le monsieur loyal et distribuer vos questions pour qu'on puisse y apporter les réponses. Alors, j'ai eu plusieurs questions, notamment une qui a été mise dans le chat, sur comment se passe le choix des chambres en rejoignant la Cour. Je crois que Roma, tu voulais présenter rapidement. Oui. Et très rapidement, parce que ça fait partie de mon portefeuille pour les auditeurs, je suis chargée de ce processus pour qu'il se passe bien. Donc, c'est votre première expérience de la collégialité. C'est une valeur phare de la Cour. C'est un choix consensuel. Donc, il y a 6 chambres, a priori. Ça permet quand même un peu d'avoir des options. Nous, notre année, on était 6, ce qui était plus compliqué parce qu'il fallait 1 par chambre. Du coup, voilà. Donc, il y a des années où ça se passe très bien, comme l'année dernière où ça a pris 5 minutes, et des années où, comme la nôtre, où on s'est rencontrés à peu près 10 fois. Et c'était 3 fois, ressenti 10 fois. Et voilà. Et en fait, ça se passe toujours bien. L'idée, c'est que tout le monde doit être content, qu'à chaque étape, c'est possible d'aller voir tout le monde dans la chambre pour rencontrer, pour connaître le programme, pour juger sur plein de critères, etc. Et que personne ne se retrouve avec une chambre dont les thématiques ne l'intéressent pas. Voilà, donc c'est vraiment une bonne allocation et un choix collégial. On peut préciser un peu comment ça se passe dans les années suivantes. Le choix de la chambre, il n'engage vraiment qu'à l'arrivée. Oui. Au sein des chambres, par ailleurs, il y a quand même des thématiques très variées et on peut être affecté sur toutes ces thématiques. Ou alors, il n'y a à peu près aucune chambre qui vous empêchera de changer de thématique, notamment au bout de 2 ans. Après, je pense que vous savez bien, vous vivez chaque jour. Construire une compétence, ça prend quand même un peu de temps.
Donc finalement, moi par exemple, je pensais que j'allais avoir envie de papillonner, etc. Bah, pas du tout, en fait, je suis très contente de rester sur ma thématique. Et puis ensuite, il n'y a pas d'obligation. Enfin, déjà, souvent quand on fait une mobilité, on vient dans une autre chambre. Et c'est même plutôt très bienvenu et bien vu de changer de chambre régulièrement, parce qu'on a vocation aussi justement à à développer des mineurs, des majeurs, et aussi à les tester. Enfin, il n'y a rien de plus agréable par ailleurs de rapporter avec un collègue d'une autre chambre qui du coup a développé dans ce cadre par exemple une vision de l'action publique différente et va nous apporter même des outils conceptuels différents pour analyser nos problématiques. Donc, voilà, rien de définitif. En lien avec cette première question, j'en ai une autre qui est un peu les 3 années d'auditorat se déroulent-elles dans une seule et même chambre, et est-ce que ce n'est qu'après l'intégration en tant que référendaire qu'on peut changer? Donc la première question a été répondue, on reste dans la même chambre, mais c'est effectivement après 3 ans qu'on peut commencer à envisager un mouvement de chambre. On peut avoir des exceptions, rejoindre le secrétariat général, par exemple, hein, puisque c'est le cas de quelques auditeurs ou auditrices. Mais effectivement, il y a quand même une acculturation à la méthode, etc., et qui nécessite quand même, je pense que 3 ans, ça reste quand même un peu un socle minimal. Voilà, c'est bien, 3 ans dans une chambre avant d'envisager d'en changer. Après, j'ai une série de questions. Comme juste pour terminer là-dessus, comme l'a dit Maud, les chambres couvrent un périmètre extrêmement large. Donc, c'est important de voir, c'est une spécialisation quand même qui reste assez généraliste. Donc, vous parlez de la 4e où j'étais également. Il y a quand même la défense, la police, la justice, les pouvoirs institutionnels. Ça donne le temps, en fait, en 3 ans, de faire des trucs extrêmement différents. Si on varie ça avec les différents types de contrôles et les missions annexes qu'on peut faire pour l'international et pour la Cour comme organisation, il n'y a aucun sentiment de répétition. Et les chambres sont quand même, on a beaucoup de collègues en chambre, enfin, c'est pas du tout comme un petit service. Il y a 50 à 60 collègues, ils changent en plus assez régulièrement, donc il y a du renouveau. Vous avez, presque chaque contrôle, vous découvrez, vous travaillez avec une nouvelle équipe. Donc, en réalité, il y a en tout cas des facteurs de variété qui sont très nombreux. Et j'ai ensuite une série de messages qui me sont parvenus sur la procédure de recrutement en elle-même. D'abord, un premier message. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire un peu plus sur les attendus du rapport d'analyse d'une réalisation professionnelle, tant sur le fond que sur la forme? Je ne sais pas si Armelle, tu veux répondre. Oui, enfin, Jérôme l'a évoqué tout à l'heure, mais en fait, ce rapport d'analyse professionnelle, on a souhaité qu'il fasse partie du dossier de candidature comme le CV et la lettre de motivation. Et d'ailleurs, nos collègues du Conseil d'État nous ont suivis là-dessus, puisqu'ils l'ont aussi intégré dans le dossier de candidature pour leur propre appel à candidature, parce qu'il nous a semblé important, de façon concise, c'est 1 à 2 pages grand maximum, que les candidates et les candidats puissent indiquer ce qu'ils ont retiré en fait de leurs premières années d'expérience professionnelle, soit un projet sur lequel ils ont travaillé, par exemple en interministériel, quelles compétences ils ont pu faire valoir, et surtout finalement les enseignements qu'ils en ont tirés, parce que la simple lecture du CV, c'est très bien. On n'a pas souhaité demander les rapports, les CREP, ce qu'on appelle les comptes rendus d'évaluation professionnelle, parce que peut-être certains n'ont pas été notés, et ce serait peut-être défavoriser un candidat par rapport à un autre, notamment pour ceux qui viennent d'arriver, ce n'est pas forcément toujours le cas. Mais il nous semble que du coup, cette réalisation professionnelle permettra au comité d'audition de pouvoir aussi apprécier un peu en tout cas la façon dont vous avez de raisonner sur ce que vous avez, votre réalisation professionnelle, la façon dont vous raisonnez dessus et comment vous vous intégrez un peu dans l'écosystème dans lequel vous avez travaillé. Et c'est quelque chose qui est assez couramment demandé pour d'autres types, d'autres process de recrutement ou assessment de recrutement. Moi, j'ai en tête Feu, le tour extérieur administrateur civil, maintenant c'est l'administrateur de l'État, où ce rapport de réalisation professionnelle est aussi sollicité parce que ça permet aussi d'apprécier un peu la façon dont la personne voit son rôle pivot dans une réforme, dans un projet, voilà, et quelles compétences il a pu y développer. Et sur la forme Et sur la forme, donc c'est 1 à 2 pages. Ce qui importe, c'est vraiment la concision. Et là-dessus, sentez-vous libre vraiment d'exposer. Il n'y a pas de format type.
Pas du tout, on n'a pas souhaité non plus enserrer l'exercice. Voilà, il faut vraiment vous montrer simplement concis. On n'a pas forcément besoin de 5 pages, votre vie, votre œuvre, ou d'un rapport d'étonnement. Attention, hein, ce n'est pas un rapport d'étonnement. Hein, un rapport d'étonnement, ça peut être un peu plus long. C'est vraiment lié à un dossier que vous avez suivi plus particulièrement, que vous avez apprécié, à une réforme à laquelle vous avez eu la chance de contribuer. C'est vrai que parfois, c'est peut-être plus facile pour des personnes qui sortent de l'école avec un peu plus d'ancienneté, qui sont à plus 4, plus 5, plus 6, parce qu'ils ont peut-être une expérience un peu plus riche, plus variée. Mais même au bout de 2 ans, très honnêtement, on peut faire valoir un certain nombre d'éléments. Toujours dans la famille, des questions sur la procédure. Alors oui, je confirme que les auditions auront bien lieu le 20 et 21 juin, c'est ça, parce que le son avait été visiblement coupé. Concernant l'entretien des candidats avec un avis favorable avec le Premier président, donc l'entretien avec le Premier président, combien de personnes seront retenues pour les 3 places? Qui répond? Moi, je vais répondre. Donc, on a souhaité faire en sorte, on verra en fait en fonction du nombre de candidatures présélectionnées par le comité d'audition, mais il nous semble important, intéressant de pouvoir présélectionner au minimum au moins 5 personnes, peut-être un peu plus, on verra en fonction du comité de consultatif. Hein. C'est un peu compliqué pour nous de nous projeter, mais en tout cas, pas de se limiter à 3 candidats, et c'est les 3 qui vont voir le Premier président, qui est l'autorité de nomination. Hein, ça figure dans les textes de l'ordonnance. Hein, je le rappelle quand même, c'est un peu aussi les fondamentaux. C'est cette ordonnance de juin 2021 qui porte réforme de l'encadrement supérieur et qui fixe vraiment de façon extrêmement précise les détails de la procédure. Donc, l'autorité de nomination décisionnelle, c'est le Premier président sur la base de l'avis éclairé qu'aura pu faire le comité d'audition. Donc, je pense qu'on va varier entre 5 à 6. Voilà. Et on ne préjuge pas du vivier de candidats qu'on aura, mais en tout cas, c'est notre souhait. C'est le souhait et c'est ce qu'on a partagé avec le premier. On n'a pas souhaité faire, comme ont pu le faire peut-être nos collègues du Conseil d'État, on a aussi fait un retour d'expérience, c'est important, hein, avec nos amis du Conseil d'État, puisqu'ils ont eu l'honneur de faire cette procédure une année un peu avant nous, l'année dernière, et donc ils sont dans leur 2e année. On n'a pas souhaité, en tout cas, faire comme ils l'avaient fait, c'est-à-dire avoir 2 candidats, et c'est les 2 candidats qui vont voir l'autorité de nomination. Voilà, on souhaite aussi laisser au Premier président un peu la possibilité de regarder dans les différents profils qui lui sont proposés, avec bien sûr l'avis du comité d'audition, la possibilité de regarder là-dedans, de regarder dans ce vivier qui lui est présenté, les profils qui lui semblent correspondre le plus à l'institution. C'est aussi ça, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, on cherche aussi des profils qui puissent correspondre et qu'on sent en phase avec les attentes que j'ai indiquées tout à l'heure et les valeurs qui sont celles de l'institution. Ok. Pardon, je file. Non, j'ai une question pour Monsieur Biard-Farpinon. Ce recrutement est-il également ouvert aux attachés principaux? Non, en fait, le recrutement, là, je peux que renvoyer à l'avis, c'est la liste des corps et cadres d'emploi qui figurent dans l'avis. Et en dehors de ces corps et cadres d'emploi, il n'y a pas d'éligibilité possible. Non, on est vraiment, la liste, elle est limitative pour le coup. Pour le reste, on peut ouvrir, pardon de mon opportunisme, mais on peut ouvrir beaucoup de postes aux attachés principaux au sein des chambres de la Cour, dans les métiers du contrôle, au sein des services de la Cour, à la DRH par exemple, ou dans d'autres directions. Donc, si vous souhaitez rejoindre la Cour, et si vous êtes attaché principal ou attaché, il y a évidemment beaucoup de possibilités offertes. Je vais peut-être rappeler, en fait, dans l'avis de vacances, c'est l'avis de vacances du 20 mars. Et donc, c'est au minimum 2 années de service public effectif. Donc, c'est un plancher, mais il n'y a pas de plafond pour y revenir également. Donc, c'est administrateur de l'État, administrateur de l'Assemblée nationale,
administrateur de la ville de Paris, administrateur du Sénat également, administrateur de l'INSEE, parce que c'est très important, c'est une compétence qui est rare, qu'on recherche notamment pour la première chambre ou la 6e chambre, les administrateurs territoriaux, qui sont un peu aussi, qu'on recrute dans d'autres voies, on pourra y revenir si vous le souhaitez, les ingénieurs des mines, les ingénieurs des ponts et forêts, les personnels de direction des établissements hospitaliers et également, donc, il y a eu la réforme administrateur de l'État, on a forcément dedans aussi les inspections générales, le corps des sous-préfets et les conseillers des affaires étrangères, puisque maintenant, comme vous le savez, tout le monde a été intégré dans ce bloc administrateur de l'État, mais bien entendu, ces corps sont également éligibles. Dernière question dans le bloc des questions sur la procédure d'entrée. Pouvez-vous nous dire quelles sont les compétences et connaissances que vous attendez des futurs auditeurs? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Peut-être 2 points. Juste sur la question précédente, cette liste, c'est vraiment un point important de la réforme et je crois qu'Armelle l'a vraiment rappelé en introduction. Bien évidemment, les anciens élèves de l'ENA devenus INSP sont et les bienvenus et fortement encouragés à candidater, mais c'est aussi le cas pour toutes les nouvelles, tous les nouveaux corps éligibles et je crois que c'est vraiment un point très important et pour la Cour et pour vous de savoir que véritablement ce souci de diversité et d'ouverture est un souci qui est partagé et qui est une volonté réelle et qu'on espère la plus large possible. Sur la question des compétences, c'est un point extrêmement important évidemment. Ces compétences aussi ont été précisées par l'ordonnance, donc on les a rappelées dans le dossier de candidature. Elles sont au nombre de 4. La première, c'est la capacité à acquérir les compétences liées au métier de magistrat. On a bien dit capacité à acquérir parce qu'on a bien conscience que, bien évidemment, il y a des niveaux d'expérience et d'expertise qui sont très variables selon le degré d'ancienneté des uns et des autres. Et donc, l'important, c'est évidemment soit d'avoir déjà des compétences qu'on met en œuvre dans les métiers de magistrat, que sont évidemment l'analyse financière, mais aussi l'analyse stratégique, puisqu'on est amené à analyser la gouvernance et la stratégie des organismes ou des politiques publiques qu'on analyse, des compétences en matière de gestion publique, des compétences également en matière juridique, notamment pour ce qui relève de ce qu'évoquait Alice, à savoir le contrôle de régularité et les éventuelles suites contentieuses qu'on peut donner à nos contrôles, et plus généralement des compétences managériales que vous allez en fait développer à travers vos contrôles, mais qui peuvent évidemment vous donner des atouts pour exercer le métier de magistrat. Le deuxième champ de compétences, c'est ce qu'on a appelé finalement l'appétence pour les compétences liées au fait de participer à des délibérés. On vous l'a dit là aussi en introduction, notre métier est fondé sur un certain nombre de principes, mais notamment le fait de travailler de manière collégiale et dans un souci de respect des droits de la contradiction et de l'indépendance des magistrats. Et le mix des trois exige effectivement une forme à la fois d'ouverture d'écoute, puisqu'on est amené à beaucoup écouter et à analyser notamment ce que nous disent les personnes que nous contrôlons, aussi de goût pour la conviction, passer en délibéré et présenter son rapport, c'est aussi convaincre, et convaincre un auditoire qui n'est pas toujours, évidemment très cordial, mais pas toujours très facile, on va dire. C'est aussi savoir se remettre en question, parce qu'un délibéré, c'est aussi un moment où on convainc, mais on doit aussi entendre les arguments des autres. Et d'ailleurs, se remettre en question, c'est aussi entendre les arguments des personnes que nous contrôlons. On peut arriver avec des idées, des analyses, et il faut aussi pouvoir entendre les arguments qui nous sont opposés, des angles d'analyse qu'on n'avait pas forcément vus, parfois d'ouvrir aussi les dimensions. Et donc, c'est voilà, écouter, convaincre, se remettre en question et puis savoir aussi produire un document qui au départ est un peu son propre document, le rapport d'instruction, et qui va devenir le document de l'institution et qui va engager la Cour. Et ça, c'est effectivement quelque chose de très important. La troisième grande compétence qu'on a
qui figure dans l'ordonnance et qui est évidemment pour nous extrêmement importante, c'est les enjeux, la compréhension des enjeux liés à la déontologie. C'est évidemment le cas pour l'ensemble des hauts fonctionnaires et je ne vous apprendrai rien, mais c'est vrai que la place de la déontologie dans l'exercice des fonctions de magistrat est peut-être un peu particulière, un peu spécifique, en plus des obligations déontologiques qui s'appliquent aux fonctionnaires, puisqu'on prête serment et qu'au-delà du rituel que ça constitue, c'est un rite de passage important dont on se rappelle tous, mais c'est surtout une pratique au quotidien, c'est une forme d'éthique qui s'applique et dans notre pratique du contrôle, mais j'allais dire même qui nous suit aussi hors les murs. D'ailleurs, quand on prête serment, on jure de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat, et en tout, c'est aussi hors les murs. Donc, je crois que c'est peut-être une compréhension particulière ou une sensibilité particulière à la notion d'exemplarité de l'action publique qu'en réalité, vraiment, je suis persuadée, on partage tous, mais qu'on a peut-être l'occasion d'éprouver un peu plus au quotidien dans nos métiers. Et puis la dernière, elle est extrêmement importante aussi, c'est effectivement une forme de compréhension, et là aussi, on l'a en partage dans toute la fonction publique, qu'elle soit d'ailleurs d'État, territoriale ou hospitalière, mais c'est une compréhension particulière des enjeux de l'action publique. Notre matière et notre mission, c'est effectivement et de contrôler la gestion publique, mais aussi d'informer les citoyens sur cette gestion et de contribuer au débat public, et évidemment la compréhension des enjeux de manière générale, mais aussi des enjeux de transformation de l'action publique qui sont ceux qui nous occupent tous, qui vous occupent tous dans votre quotidien, mais qui sont aussi notre matière, sont de manière assez naturelle la quatrième compétence qui est sollicitée pour ce recrutement. Et puis j'ajoute une chose qui n'est évidemment pas la compétence, mais qui est la motivation, et c'est l'objet de ce que décrivaient Armel et Jérôme dans les éléments qui vous sont demandés dans le dossier de candidature et qui seront bien évidemment examinés par le comité consultatif et dans l'analyse des dossiers et dans les entretiens que vous passerez. Merci. J'ai une dernière question qui est arrivée sur la procédure et puis après on attaquera les dernières 20-25 minutes sur, il y a une batterie de questions sur quel est le métier d'auditeur, donc ça on aura l'occasion d'y revenir. D'abord la dernière question sur la procédure, comment est organisé l'entretien de 30 minutes avec le jury? Y a-t-il des cas pratiques, des questions de reprise sur le rapport d'analyse, des questions d'actualité, des questions sur notre projet à 10 ans, etc. J'ai envie de dire, c'est un peu comme un entretien de recrutement. Bon, on laissera bien entendu. C'est un jury déjà, c'est un comité consultatif, c'est ça les bons termes, un comité d'audition qui est déjà extrêmement bienveillant. Il faut aussi le souligner. On a 2 magistrats de la Cour qui le composent, donc Christophe Strassel, qui est conseiller maître, et Nathalie Casas, qui est conseillère maître également, qui ont été élus par leur pairs parce que c'est important aussi de transmettre un peu le flambeau en recrutant des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on pourra parler aussi des sujets d'âge, mais des jeunes et moins jeunes auditeurs. Ça, c'est le premier point. Les 2 autres personnes, je vous les ai mentionnées. Donc, c'est Paul Penny, qui est DRH de la Caisse des dépôts et consignations et ancien directeur général de l'administration de la fonction publique, qui a été également DRH du ministère de l'Intérieur. Donc, il a certaines connaissances des processus de recrutement. Et la 4e personne, c'est Manel Benzerafat Adifa, qui est une universitaire qui travaille à Nanterre et qui est une spécialiste des évaluations de politique publique, de tout ce qui concerne la gestion publique. Voilà, donc c'est un jury avec des profils extrêmement mixtes et variés. Et donc l'entretien proprement dit, c'est effectivement le président du jury, donc Paul Penny, qui vous accueille, qui va vous présenter lui-même la durée de l'entretien, qui vous demandera du coup de vous présenter pendant 3 à 4 minutes, 5 minutes maximum, voilà, présenter un peu votre parcours, votre appétence et votre motivation à rejoindre la Cour. Et ensuite, voilà, c'est un ensemble de questions-réponses. Il peut y avoir des cas pratiques, bien sûr, des mises en situation, c'est important parce que ça permet aussi de voir comment vous vous adaptez dans telle ou telle situation.
Voilà, ça ressemble à un entretien de recrutement assez classique, hein. C'est quand même ce que j'ai indiqué au départ, hein. On ne cherche pas forcément des spécialistes de la finance publique, quand même des gens qui aiment bien quand même un peu les chiffres, hein, parce que Et les lettres. Et des lettres, oui, et des chiffres, hein, parce qu'il ne faut pas avoir quand même se lancer, voilà, il ne faut pas se mentir, hein, quand vous faites du contrôle des comptes et de gestion, parfois vous rentrez dans des liasses de chiffres, donc il faut voilà, quand même pas être complètement réfractaire aux chiffres, mais on cherche aussi des gens qui aiment des lettres, parce qu'il faut rédiger des rapports. Et voilà, et ça ne va pas de soi, hein, de rédiger les rapports, c'est une ascèse, c'est un exercice collectif. Il faut qu'à la fin, ce qui sorte et qui soit soumis à la collégialité, eh ben, les écritures, les différences d'écriture soient un peu gommées. Donc, c'est un exercice extrêmement intéressant. Donc, la lettre de motivation et la réalisation professionnelle permettent d'apprécier cet élément-là. Mais effectivement, après, c'est aussi la façon, je pense que le jury, il aura aussi à cœur d'apprécier aussi votre personnalité, parce que c'est ça qui est important, hein, quand on recrute, c'est apprécier les personnalités qu'on peut avoir en face. On peut passer maintenant, si ça vous va, à la salle de questions que j'ai reçue sur le métier d'auditeur en question. Voilà. Premier message. Bonjour, je vous remercie pour ce webinaire très éclairant. Merci d'être là. Pourriez-vous nous décrire les défis rencontrés dans les premiers mois de l'exercice de vos fonctions d'auditeur? Est-ce qu'il y a un auditeur qui a envie ou une auditrice qui a envie Moi, je suis encore à la sortie de mes premiers mois, donc je ferai ça sur le tout début, et puis après, j'imagine, encore des défis pendant la première année et demie. On a bien sûr des défis, mais comme je pense toute prise de poste à comprendre et à mobiliser le plus vite possible les outils qui sont à notre disposition pour, comme l'a dit Armel, comme l'a dit Maya, faire des chiffres et des lettres, c'est-à-dire réussir à mobiliser les compétences qu'on va acquérir peu à peu sur la gestion budgétaire, sur les règles qui peuvent s'y appliquer, et de savoir comment on travaille au sein d'une équipe pour écrire un rapport. On a des feuilles de style à la cour qui vont vous aider là-dessus. Mais 2 points par rapport à ces défis. Moi, ça fait 6 mois que je suis là, ça fait 6 mois que j'ai une mentor qui est issue de ma chambre, qui est une arrivée également récente à la cour, mais un peu plus capée que moi, qui a déjà eu l'expérience qui est la mienne, qui est assez souvent, voire quasi automatiquement associée à notre premier rapport. Donc, ça permet vraiment un lien extrêmement étroit. Et par ailleurs, et je pense que on l'a rappelé dans les premières choses qui sont attendues lors de l'arrivée à la cour, il y a beaucoup de formations qui sont disponibles. On est très vite formé aux enjeux de comptabilité publique, à l'analyse financière. Donc, pour moi, les défis ont été assez rapidement surmontés. Alors, on attendra de voir que la collégialité dira du prochain rapport, mais en fait, on est quand même très accompagné. La Cour a cette chance, je pense, et je ne serai pas plus long, de pouvoir mobiliser ces services, des services extrêmement précieux en termes de formation, en termes de mobilisation des données. On a une direction des méthodes et des données qui est remplie de data scientists qui peuvent vous aider pour un rapport et qui met en place toutes ces compétences pour les auditeurs de la Cour, mais également les nouvelles arrivées en conseil référendaire, aussi pour les chambres régionales des comptes, enfin pour toutes les juridictions financières. Et donc, on apprend beaucoup, on apprend vite, et on s'acclimate assez vite à ces défis. Après, pour être assez honnête, et je le dirais, mais je pense que mes camarades diront la même chose, chaque nouveau rapport est un défi, puisque chaque nouveau contrôle nécessite de découvrir des nouvelles politiques publiques. Et pour moi, en fait, c'est surtout ça la richesse de la Cour, c'est en 6 mois de passer du financement public de telle entreprise publique, de passer au contrôle de la fonction RH ou la fonction stratégique d'une direction d'administration centrale, à une enquête un peu plus large sur... la Cour a fait des enquêtes assez connues récemment sur le RSA, les algues vertes. Donc à chaque fois, c'est un défi, mais on est très bien encadré pour y faire face. Merci. En complément, le défi, je trouve qu'il arrive un peu plus tard. Moi, j'ai trouvé que mes premiers moments, justement, sous l'aile vraiment adorable de ma mentor, sur mon premier contrôle, j'avais qu'un seul contrôle. Le défi, c'est le moment où soudain, et ça correspond plus à votre vécu, je pense, quotidien, vous allez avoir en même temps à peu près 3 contrôles. Parce que vous allez avoir la fin d'un contrôle, mais quand ça devient un rapport public thématique, il faut que vous allez devoir rédiger dans la perspective, cette fois, de ne pas parler à l'administration, mais de parler aux citoyens, et aussi d'être un peu le paper of record, quoi. C'est-à-dire que votre rapport, il va à un moment... Alors, faire date, c'est peut-être un peu exagéré, mais dans certains cas, quand la Cour s'est jamais exprimée sur un sujet, bah oui, il rentre dans la doctrine. Et par ailleurs, il est lu, il
il y a aussi une doctrine autour de leur rapport. Il va être utilisé comme une ressource pédagogique. Donc, vous avez des enjeux forts. Et je pense que la question de la bonne écriture, le fameux style de la cour qui existe, c'est un grand défi. Et c'est aussi le défi, du coup, d'arriver à garder justement un bout de cerveau gauche qui est toujours sur la première politique publique que vous avez découverte, un autre bout qui est déjà en train de se préparer à lire des rapports sur le futur contrôle que vous savez que vous allez avoir, qui est programmé pour la fin de l'année. Et entre les deux, bon, vous avez un peu de GF 2025, voire même peut-être une note d'exécution budgétaire dont a parlé Nicolas. Donc, il faut aussi avoir... Il y a un vrai... nos boîtes mail n'ont pas 400 mails chaque jour, et donc on n'apprend pas à gérer, d'avoir de l'influx en permanence, mais il faut quand même avoir une sorte de capacité à gérer de la diversité de missions et d'enjeux. Et ça, c'est quand même un excellent travail cognitif. Merci Maude. C'est quand même un luxe, hein. C'est important parce que ça n'existe pas dans les métiers là, actuellement. Vous êtes souvent en administration centrale, vous êtes submergé par la note à rendre pour dans 2 heures, voire la veille, etc. On a le luxe du temps, d'organiser notre temps. Mais en même temps, ce luxe, il faut quand même jongler entre les différents rapports avec des dates d'échéance pour certains qui sont des dates d'échéance obligatoires. Maud a parlé des notes d'exécution budgétaire, mais vous avez également, quand vous avez une insertion au rapport public annuel, il y a un certain nombre d'étapes qu'il ne faut pas rater. Voilà, donc c'est important d'avoir aussi cette capacité quand même à organiser votre temps et à vous projeter pour faire en sorte que pendant l'année, vos travaux soient rendus à temps, parce qu'en plus, vous devez vous coordonner avec vos co-rapporteurs, avec votre contre-rapporteur. Ça, c'est très important, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est le contre-rapporteur qui fait un peu le contrôle qualité, entre guillemets, du rapport. On a beaucoup parlé du collectif de magistrats, mais c'est important, il y a aussi un collectif qui va au-delà, puisqu'il englobe le greffe, qui est un maillon essentiel de l'activité de votre chambre. Hein. Je pense que faut bien s'entendre avec son greffe, parce que vous gagnez énormément de choses pour la suite. Voilà, du temps, etc. Vous pouvez mieux vous organiser aussi pour les dates de délibéré, etc. Si vous entendez bien avec votre greffe. Il y a les vérificateurs et les vérificatrices qui sont vraiment des appuis précieux et qui seront aussi vous guider dans la conduite des contrôles de certains rapports, notamment quand vous continuez à faire un petit peu de juridictionnel, comme ça peut être le cas, le cas pour certains. Bon, la mission va évoluer, Alice en a parlé. Donc voilà, c'est très important cette notion du temps, mais c'est un luxe à la Cour qu'on n'a pas forcément dans d'autres institutions. Je rajouterais un dernier point quand même qui était à la fois un défi et un luxe, c'est la variété des interlocuteurs qu'on est amené à rencontrer dès qu'on arrive et à tous les niveaux. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut rencontrer qui on veut finalement, et on commence à très haut niveau, parce que quand on commence à contrôler un établissement ou une politique, c'est tout de suite un entretien avec le directeur général, mais également ensuite à tous les niveaux, y compris les plus opérationnels, être capable de parler avec les gens, de comprendre ce qu'ils font, d'en retirer quelque chose. Et donc ça, c'est aussi être capable de gérer cette diversité d'interlocuteurs, mais qui est aussi particulièrement intéressante. Je ne peux qu'être d'accord. Question suivante. Quel est le déroulement concret du métier? Choisissez-vous les missions sur lesquelles vous êtes mandaté dans votre chambre? Combien de temps durent ces missions? Peut-être Roma ou Maude. Donc, à l'arrivée en chambre, en fait, avant votre arrivée, on demande au président de chambre de préparer un programme indicatif. Donc, en général, les présidents sont très soucieux de proposer un programme attractif parce qu'il y a un peu une volonté d'attirer tous les auditeurs dans leur chambre. Et par ailleurs, un programme qui soit assez complet pour vous faire une première année de formation. Moi, je le sais parce que j'ai fait 1 an dans ma chambre. Donc, en 1 an, on m'a fait faire le plus de choses possible pour que j'en tire des bénéfices. Donc, normalement, on vous donne au début des missions qui sont peut-être plus circonscrites. Alors, ce n'est pas vrai tout le temps, mais l'idée, c'est ça. C'est pour que vous puissiez apprendre un peu le cœur de métier, enfin, on va dire le premier échelon qui est le 360 quand même. En fait, il y a un aspect opérationnel, RH, finance, métier, etc. Qu'il faut maîtriser pour une première production. Donc, c'est comme ça que se fait la proposition du programme. Ensuite, il y a un échange entre l'auditeur et le président pour adapter, pour profiter en fait de l'expérience antérieure. Donc, pour vous, ça sera encore plus le cas. Donc, je sais que pour Maud, ça a été le cas parce qu'elle était interne de l'ENA, mais
Il y a l'idée de valoriser vos compétences et vos connaissances et vos goûts. Et ensuite, il y a un troisième facteur qui est qu'au fil de l'année, il peut y avoir des 58.2. Donc, les demandes du Parlement tombent un peu au fil de l'eau. Donc, on vous staffe dessus. Et puis, par ailleurs, il y a des nouvelles des arrivées, des départs, etc. Donc, vous pouvez... c'est un programme qui est assez mouvant, mais en fait, ça se fait en bonne entente avec vous et avec la Chambre pour qu'il y ait une bonne allocation entre ressources et besoins. En complément, donc ça c'est sur la première année, vous n'avez effectivement pas une maîtrise complète parce qu'il va y avoir quand même un programme qui va être proposé. Après l'année suivante, ça se passe un peu différemment. En fait, tout le monde, déjà ça dépend des chambres, mais la plupart des chambres quand même associent très étroitement les membres de la chambre à la programmation, c'est-à-dire au choix des futurs sujets de rapport qui vont avoir lieu, alors souvent dans les 3 prochaines années, mais avec un focus sur l'année suivante. Donc là, vous pouvez très bien réussir à faire passer votre super idée. Ça arrive assez fréquemment. Et par ailleurs, surtout, vous avez l'occasion d'avoir un peu un panorama des différents contrôles qui vont avoir lieu. Et ensuite, c'est à nouveau un peu cette idée de collégialité, mais vous faites valoir vos souhaits. Certains, le plus souvent, 50% de vos souhaits seront tout à fait couronnés de succès, voire même 100% si vous adorez les choses techniques. Sinon, après, par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une attention forte à ce que même au-delà de la première année, vous conserviez une variété de types de contrôles. Parce qu'en fait, 1 an, ça ne suffit pas pour acquérir les compétences, donc 2 voire 3, c'est encore mieux. Mais vous aurez toujours la main sur une partie assez importante de vos choix de sujets. Et surtout, alors je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde, et je ne sais pas si je devrais le dire, mais on est un peu privilégié parce que c'est vrai, comme on sait que, en fait, pour le coup, même si vous êtes détaché, il y a vocation à l'intégration, vous allez rester... dans le corps, vous êtes une ressource pour la maison de toute éternité. Donc, il faut aussi vous mettre sur les contrôles qui seront en jeu ou que vous pourrez retrouver même quand vous revenez 7 ans plus tard. Justement, vous avez acquis cette bonne compétence dès le départ sur, je ne sais pas, un sujet qui n'est pas traité, l'assurance chômage. Vous pourrez utilement la remettre au service de la Chambre quelques années plus tard. Donc, voilà. Merci. Peut-être la première année, il faut éviter de dire non, Voilà. mais il peut y avoir une marge de négociation. Moi, j'avais un contrôle que je ne voulais pas faire et on m'a entendu, je me disais que j'en ferai un autre, mais voilà, c'est aussi... l'idée, c'est une bonne allocation, donc c'est de ne pas aller à votre rencontre sur vos goûts et vos compétences. Et c'est ce qu'on dit toujours, mais c'est vrai que c'est les co-rapporteurs qui font le contrôle aussi. Exactement. Et c'est vrai. Donc, oui, l'intérêt, c'est de pouvoir choisir ses contrôles et ses rapporteurs, et ça, au fur et à mesure de l'ancienneté, on l'apprend. On n'a pas tellement parlé de la structuration des chambres. Vous avez un slide dans le PPT qui vous indique la composition des différentes chambres et les thématiques. Et à l'intérieur, vous avez des présidents de section qui sont un peu les managers de proximité, si on doit faire une sorte de référence avec ce qui peut se passer en administration centrale. Donc, voilà, quand on lance la programmation, ils sont à la manœuvre pour la programmation des contrôles, et ils vous demandent effectivement, il y a vraiment pas vraiment effectivement la première année parce que les choses sont déjà lancées quand vous arrivez, en gros. En revanche, la deuxième année, très honnêtement, vous êtes extrêmement associés. Il y a vraiment ce dialogue bilatéral et collectif qui se noue. Juste en complément de ce que tu viens de dire, Armelle, sur les chambres, pour que vous fassiez bien le lien avec ce qui vous a été dit au début sur nos différents métiers. Chaque chambre fait tous les métiers, alors avec une exception qui est le métier de juger, puisque là, on a fait une réforme très récente qui centralise la partie contentieuse sur une chambre, la 7e chambre, puisque Roma parlait tout à l'heure de 6 chambres. Effectivement, la 7e chambre, qui va être la chambre contentieuse, elle va concentrer toute la partie jugement. Néanmoins, on garde en fait aussi la partie amont du jugement, qui est le contrôle de régularité, qui lui aussi va être dans toutes les chambres, que ce soit d'ailleurs les chambres de la Cour ou les chambres régionales. Et donc, ce qui veut dire que quand vous regarderez effectivement la répartition par chambre, elle vous donne une répartition sectorielle. Ça vous donnera d'ailleurs l'étendue des différents secteurs qui appartiennent à chaque chambre, et ça illustrera ce qu'on vous disait tout à l'heure sur le fait que chaque chambre est en elle-même un monde en soi, et en fait un monde beaucoup plus diversifié qu'on ne pourrait le penser à première vue, puisqu'il y a vraiment des champs qui sont très très larges, des champs sectoriels très larges couverts par chaque chambre. Mais vous apprendrez aussi au sein de chaque chambre les différents métiers, et on fait autant du contrôle que de l'évaluation de politique publique ou même de la certification et de l'analyse budgétaire dans chacune des chambres, même si effectivement il y a certaines chambres qui sont plus spécialisées.
dans les sujets FIPU, et à l'inverse, la première chambre, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, qui est une chambre à vocation plus finance publique et économie, fait aussi du contrôle organique sur les directions d'administration centrale de Bercy et peut tout à fait faire des évaluations de politique publique. Donc voilà, vous exercerez tous les métiers à travers différents types de travaux et différents types de contrôles, ou quelle que soit la chambre dans laquelle vous allez, que vous choisirez à votre arrivée. C'était un peu ce que je voulais dire sur le. En fait, simplement pour dire très concrètement quels sont les différents types de contrôles qu'on fait. On a des contrôles ce qu'on appelle des contrôles organiques, on a parfois aussi des contrôles juridictionnels, c'est-à-dire là, vous prenez un établissement public et son comptable et vous allez désosser l'établissement public pour savoir ce qui se passe dedans, s'il fonctionne bien, s'il ne fonctionne pas bien, etc. Vous avez les enquêtes, ce qu'on appelle les enquêtes, on appelle parfois aussi enquêtes à portée évaluative. Là, on décortique beaucoup plus un processus administratif. On essaye de savoir si une mission est bien conduite. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme enquête récente qui a été publiée? Typiquement, là, ce matin, il y a eu la présentation par la 4e chambre de l'enquête sur les capacités des armées. Donc, en fait, ils sont allés voir est-ce que les armées sont aujourd'hui capables de remplir leur contrat opérationnel. Ça, c'est une enquête. Donc, ça ne vise pas à faire du droit, des marchés publics, la RH, mais plutôt à voir est-ce que la politique publique fonctionne bien. Et puis après, il y a l'étape du dessus qui est les évaluations de politique publique sur lesquelles la Cour est en train de monter en puissance. Et là, vous êtes à la lisière entre une enquête et quasiment un travail de recherche, parce que vous traitez énormément de data, il y a un comité de suivi avec des scientifiques pour tester vos hypothèses, les résoudre, etc. Et donc là, récemment, il y a eu le RSA qui a été fait. Et puis, il y a l'émission internationale. Et là, ça me permet de passer sur une autre question qui a été posée. Quel délai et quels critères pour pouvoir contribuer aux missions internationales, Maud? Alors, quel délai? Donc, plutôt pas la première année. En plus, je vous le déconseille, parce que vous aurez déjà beaucoup à intégrer. Mais dès la 2e année, c'est tout à fait possible. Par ailleurs, je pense que les équipes ONU, notamment, seront très heureuses de pouvoir compter sur des ressources supplémentaires. C'est aussi le cas pour... c'est un peu le cas pour tout ce que je vous ai... notamment aussi pour, je pense, les groupes Intosai et Eurosai. Il y a toujours des places disponibles, parce qu'il y a des nouveaux groupes projets, des nouvelles thématiques qui émergent assez régulièrement. Donc, pas vraiment au bout d'un an, tout est possible. Et je pense qu'en fait, même dès votre arrivée, en réalité, vous aurez de toute façon tout le panel de missions qui vous sera présenté, le process vous sera présenté. Le plus souvent, on vous demandera même dès maintenant, en fait, faire valoir un certain nombre d'envies, de compétences que vous pouvez mettre à la disposition des missions internationales. Il y a un suivi de vivier très attentif par la direction des relations internationales, donc aucune difficulté, en tout cas, à rentrer dans ce process. Le mandat ONU, il est de 6 ans, donc vous avez largement le temps de pouvoir vous y consacrer à un moment ou à un autre, et ce sera bienvenu. Il y a une trentaine d'auditeurs qui ont été recrutés, et dans cette trentaine d'auditeurs, il peut y avoir des contributions, bien entendu, des magistrats de la chambre, des différentes chambres, qui ont des compétences ou des appétences particulières pour travailler sur ce volet international. C'est extrêmement structurant. Ça n'arrive pas tout le temps, et le premier président a beaucoup bataillé pour obtenir ce mandat-là. Donc, il démarre officiellement en juillet prochain. Donc, quand vous arriverez le 15 octobre, on vous viendra à peine de démarrer le mandat officiel. J'ai une dernière question qui vient de me parvenir. Comme on touche au bout de l'heure et demie, c'est pas plus mal, mais n'hésitez pas si vous avez encore une ou deux questions, et puis au pire, on y répondra par mail. On y répondra par mail, n'hésitez pas, vous laissez votre mail dans le message, vous pouvez me l'envoyer en message privé sur Zoom. Plus en interne des équipes, avez-vous des communautés? Pourriez-vous nous parler un peu plus de la culture des activités que vous menez ensemble au-delà des missions? Ça, c'est un peu vie de la cour. Très rapidement, au sein de la cour, donc on est bien sûr affecté dans une chambre qui nous permet au sein de cette chambre de faire des contrôles, des enquêtes, des audits flash, un peu de juridictionnel. Donc ça, c'est vraiment vos activités pour votre chambre, mais surtout, le reste des activités de la cour vous est ouverte. On a des communautés sur les enjeux majeurs qui vont bouleverser l'activité de la cour. On a une communauté numérique qui gère les aspects numériques des chambres. On a une communauté formation qui permet de renforcer et d'actualiser nos formations au vu des enjeux qui sont remontés par les chambres. On a une communauté de transition écologique qui prend beaucoup d'ampleur et qui permet de s'y intégrer pleinement. Une communauté internationale, Europe,
Moi, pour ma part, je travaille sur justement dès ma première année, donc pour vous donner un peu l'exemple, sur un petit rapport qu'on fait avec plusieurs États membres sur un sujet commun. Donc, ça permet déjà de mettre un peu les mains dans le cambouis et ça permet de vous dire que sur la vie de la Cour, on est tous et toutes, et on l'a rappelé déjà un peu lors de notre présentation, mobilisés de près comme de loin sur des activités pour les juridictions financières et pour le projet JF25, que ce soit pour la participation citoyenne, pour des aspects très internes RH. Et en fait, ça permet de créer des communautés de discussion extrêmement larges. Par ailleurs, à la Cour, vous êtes quand même dans c'est un vrai luxe, une petite maison. Vous pouvez toquer à la porte un peu de tout le monde. Vous avez des lieux de vie, un atrium, une cour assez jolie comme le disait Jérôme Biard, il fait extrêmement beau aujourd'hui, on peut déjeuner dans la cour. Donc franchement, il n'y a pas de difficulté sur des communautés tant de travail que simplement de associations culturelles, associations sportives, mais qui sont des choses assez classiques par rapport, je pense, à pas mal d'administrations. Et j'ajouterais simplement qu'il y a aussi une communauté qui est quand même très spécifique aux auditeurs. Et je pense l'espèce de secte dans la maison. En fait, vous avez la chance cette année d'arriver, si vous faites cette procédure, en même temps que les deux autres voies d'accès à l'auditorat, que sont la voie INSP plus 0 et et puis la 72, qui est la voie où en fait chaque année deux officiers militaires sont intégrés comme auditeurs, etc. Et nous, on était rentrés à 5 avec Nicolas notamment, et on se voit beaucoup dans notre promotion, et puis avec les autres promotions, on a une quinzaine d'auditeurs en tout, et donc c'est vrai que ça vit aussi, et c'est très agréable. Et puis il y a quelques installations sympas, il y a aussi une salle de sport, voilà, ce qui est un beau lieu où on se retrouve aussi parfois. Voilà pour un peu la partie vie de la cour. Pas tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire du sport, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre votre carte, mais bon, voilà, sachez qu'en tout cas, il y a une belle salle de sport qui est à votre disposition. On avait fait une enquête, on a fait plusieurs enquêtes, mais notamment au moment du JF 2025, et quand on a lancé la mission immobilière, il y a quand même 95% des personnels de la Cour, hein, tout confondu, magistrats, non-magistrats, personnel administratif, etc., qui considèrent qu'effectivement, on a des conditions de travail qui sont extrêmement appréciables. Pour avoir navigué dans plusieurs eaux, j'ai une vie ministère de l'Intérieur, direction du budget, territorial, etc. Oui, c'est quand même, voilà, c'est très appréciable de travailler à la Cour en termes d'environnement de travail, et c'est important de le savoir. Et juste pour les plus jeunes, comme ceux qui sont amenés à nous rejoindre, si vous avez l'habitude d'avoir des after-work, petits déjeuners dans vos ministères, vous inquiétez pas, à la Cour aussi, il y en a. Hein, c'est pas qu'une maison, on met la robe et uniquement, il y a quand même toute une partie plus fun qui permet quand même de chaque mois, très régulièrement, de nous voir entre auditeurs, mais aussi avec les autres membres de la Cour. Bon, moi, ça me fait une transition toute trouvée pour vous dire que la secte des auditeurs, même quand les auditeurs vieillissent, elle existe encore. Donc, en fait, les gens qu'on rencontre pendant les années d'auditorat, que ce soit les promos du dessus, les promos du dessous, restent des personnes en général importantes, parce que moi, je voulais juste partager avec vous peut-être un petit point d'ancienne combattante. Moi, je retiens de ces années d'auditorat trois choses principales. La première, c'est que j'ai vraiment appris, développé des vraies compétences professionnelles dans plusieurs domaines. Roma parlait du 360 tout à l'heure. En fait, c'est vraiment extrêmement précieux pour toutes les fonctions de management, que ce soit d'ailleurs opérationnel ou stratégique, que j'ai pu exercer après. Le fait d'avoir pu à la fois acquérir des compétences et analyser la gestion publique et les politiques publiques sous différents angles et dans différents milieux, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux et qui m'a été utile directement après, y compris sur des postes très opérationnels.
La deuxième chose, c'est que je crois vraiment que quand même ces années d'auditorat, y compris dans les moments un peu de bizutage qu'on peut vivre dans les passages en chambre, dans cet apprentissage assez progressif de ce qu'est la collégialité, dans ce qu'évoquait Maud aussi sur la fin d'un contrôle, c'est-à-dire le moment de la publication où tout d'un coup, en fait, à la fin, on a l'impression de comprendre a posteriori tout le process et finalement de comprendre que la cible, effectivement, c'était les pouvoirs publics, mais c'était aussi le citoyen. C'est quelque chose je crois, qui est extrêmement précieux en termes de valeurs professionnelles et j'allais dire, de soft skills en bon français, mais ça développe quand même et des capacités d'écoute, de dialogue, de mise en mouvement aussi de l'action publique et je crois aussi des compétences en termes de communication ou de compréhension en fait des attentes de l'autre, des attentes que ce soit d'ailleurs vos futurs collaborateurs ou le public si vous êtes en lien avec le public ou les usagers ou les citoyens qui sont autant de parties prenantes que vous allez rencontrer dans vos carrières tout au long de votre carrière. Et puis peut-être la troisième chose, c'est effectivement cette communauté professionnelle et parfois personnelle, parce que je crois que c'est aussi des années où on lie des amitiés très fortes qui sont parfois on peut ne plus voir les gens pendant plusieurs années. Et puis moi, j'ai eu la chance de revenir il y a 1 an et demi. Je suis tombée sur des collègues que je n'avais pas vus depuis 12 ans et on a eu l'impression de se retrouver comme quand on était des jeunes padawans que vous allez être dans quelques temps. Et au-delà de l'anecdote et du caractère amical, je pense que c'est une réalité en fait. C'est une sorte de petit fil un peu invisible qui lie les membres des juridictions financières entre eux. Et c'est quelque chose d'assez important en fait dans les carrières, surtout quand on va et qu'on vient. Et ce qui moi m'a permis, donc moi je suis sortie, je me suis spécialisée plutôt dans le secteur de l'audiovisuel public. Je suis partie en fait assez longtemps. J'ai d'abord été dans une petite chaîne de télé, ensuite je suis allée à Radio France où j'ai passé 4 années. Et en fait, je suis allée ensuite en cabinet ministériel, au cabinet du Premier ministre où j'étais chef de pôle. Donc, je suis vraiment partie assez longtemps. Et puis, j'ai eu énormément de plaisir à revenir, d'abord sur des fonctions de rapporteur, puisque je suis retournée dans une autre chambre, qui n'était pas la chambre dont j'étais venue, mais j'en ai connu une nouvelle. Et puis, finalement, de prendre des fonctions opérationnelles à la Cour, puisque je suis secrétaire générale depuis 1 mois, et finalement faire de la transformation publique, mais à l'intérieur de la maison. Et donc, je crois que c'est aussi ce que permet la Cour, c'est vraiment d'aller faire de l'action publique nous-mêmes après l'avoir contrôlée, analysée, triturée, et puis en même temps de pouvoir aussi revenir, soit d'en sortir, d'aller faire nous-mêmes de l'action publique, d'y contribuer, et puis d'y revenir. Et je pense que c'est vraiment important aussi que vous ayez ça en tête. C'est un métier qui est extrêmement riche à l'intérieur et à l'extérieur, et vous aurez vraiment beaucoup de personnes sur lesquelles compter, que ce soit des personnes que vous aurez connues directement ou finalement des personnes que vous allez rencontrer et avec lesquelles vous partagerez, même sans le savoir, beaucoup de valeurs et d'engagements communs. Voilà, donc j'espère que vous avez pu avoir beaucoup d'informations. Je crois que c'est vraiment, encore une fois, un choix assez intime, en fait. Et donc, ce que je peux vraiment vous inviter à faire dans le temps qui vous reste, parce qu'il vous reste encore quelques jours, c'est à ne pas hésiter à compléter, à vous adresser aux différents contacts qu'on vous a donnés pour poser vos questions, parce que je crois qu'on a chacun des questions un peu spécifiques, on a chacun nos profils, nos centres d'intérêt et puis nos questionnements. Et donc, vraiment, mettez à profit ces derniers jours pour ne pas hésiter en fait à compléter votre panorama et à faire le choix le plus éclairé, et en espérant que vous soyez très nombreux à tenter l'aventure. Et puis à très bientôt. Merci en tout cas, et merci à tous ceux qui ont participé et qui se sont mobilisés. On est tous un peu mobilisés, à vrai dire, pour vous. Et donc, n'hésitez pas à utiliser cette disponibilité pour vous. Vous avez les mails de tous les auditeurs et toutes les auditrices qui se sont exprimés aujourd'hui dans le dossier de candidature. Donc, vous n'hésitez pas. Et puis, par ailleurs, on vous a mis une page avec les référents à la DRH, moi-même. Je crois qu'on avait mis Camille, mais donc également Roma Beaufray qui peuvent être votre point d'entrée. N'hésitez pas si vous avez encore des questions si vous n'avez pas osé poser votre question de façon collective. Vous pouvez toujours nous la poser en direct. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.